Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ça fait déjà un bail qu'il n'est pas passé à la rubrique et c'est avec plaisir qu'on accueille ce matin sur le plateau l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jean Gardy, qui va commenter l'actualité pour nous ce matin. Bienvenue Adi Jean Gardy, content de vous retrouver. Merci et content de retrouver également les auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Et pour commenter l'actualité, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, l'intervention du président du Conseil présidentiel de transition, l'ingénieur Edgar Leblanc-Fils. Vous avez suivi son intervention? Absolument. En partie? Absolument, tout. Et qu'est-ce qui a retenu votre attention? Trois éléments. Premièrement, il a prononcé un très beau discours au nom d'Haïti. Premièrement, il a lancé un message aux grandes puissances pour éviter une guerre nucléaire, afin de ne pas permettre à la civilisation humaine de disparaître. La deuxième chose... C'est un bon point selon vous? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais il faudra aussi que les autres puissances du Conseil de sécurité prennent les dispositions pour arrêter la guerre en Ukraine. La deuxième chose, à mon avis, que M. Leblanc a ajouté, c'est concernant la transformation de la mission du Kenya, non onusienne, en une mission de paix, en une mission onusienne. Et là, il faudra absolument ouvrir une parenthèse, parce qu'après le tremblement de terre, nous avons eu une mission, certainement, la mission de l'ONU. MINUSTAH. Oui, MINUSTAH. Et à ce moment-là, ce qui est extrêmement important, c'est que la France avait essayé de reprendre Haïti après le tremblement de terre. Il y a eu des troupes françaises qui ont débarqué. Ils ont planté leur drapeau partout à travers le pays. Beaucoup de gens n'en parlaient pas, mais en fait, la France, avec de Villepin, avec l'armée française, a essayé de reconquérir Haïti. Et là, la Chine avait décidé d'envoyer 3 bateaux de guerre pour essayer également de prendre, d'une certaine manière, une présence sur l'île, et la Russie en même temps. Alors, les États-Unis avaient été intervenus en demandant de se placer sous la direction du général Clinton. Et à ce moment-là, il y avait 25 000 soldats qui ont débarqué. Les troupes américaines sont venues de partout et ont demandé à la Chine, à la Russie et à la France de reculer. Alors, il faudrait éviter de recommencer les erreurs du passé. Donc, j'ai retenu ça au niveau de ce discours. Et le troisième élément, c'est la réparation. Réparation pour l'esclavage, car il faudrait absolument que la France répare pendant les 2 siècles d'esclavage des Haïtiens qui sont venus d'Afrique. Et évidemment, la question de la restitution, pas la dette de l'indépendance, des indemnités de guerre devrait être analysée en profondeur. Évidemment, il a parlé du CARICOM, mais on n'en revient pas parce que nous ne faisons pas partie du Commonwealth. On en parlera après. Mais ce sont donc ces 3 points-là qui ont retenu l'attention. Il a aussi exhorté les gens à ne pas, reprendre, refaire ou répéter les erreurs du passé, s'adressant à cette éventuelle mission qui sera donc déployée si les Nations Unies arrivent justement à faciliter cette transformation, Adi Jean Gardy. Absolument. Il faudrait éviter les erreurs du passé, notamment la question du choléra et également les viols inutiles et les bêtises commises par la MINUSTAH et aussi leur départ. Parce qu'au moment de leur départ, il y a eu, il ne faut pas l'oublier, un déficit budgétaire énorme qu'ils ont laissé entre les mains de Jovenel Moïse. Et c'est grâce à la Banque nationale, la BRH, qu'on a évité cette histoire, car on a eu près de 12 milliards en fait, de gouttes de déficit que la banque a dû payer, a dû renflouer les caisses de l'État sur 12 milliards de gourdes d'Haïti pour permettre à l'économie de ne pas s'effondrer. Donc il faudra éviter ces erreurs, y compris le départ de la MINUSTAH avec les équipements nécessaires qui auraient pu permettre à l'armée et à la police de faire face aux gangs armés qui
contrôlent le territoire. En parlant des gangs armés, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en parler justement? Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait jusque-là du travail réalisé par les Kenyans aux côtés de la police nationale? Non, je ne suis absolument pas satisfait, car évidemment, c'est une blague. Il y a eu un bilan qui a été présenté par les Kenyans parlant de levée de barricades. Or, les gangs sont encore à travers le pays. Nous avons des jeunes qui naissent aujourd'hui en 2024. 78% de ces jeunes ne dépasseront pas 60 ans en termes évidemment de situation économique de leurs parents, et également le fait qu'il y a eu une réduction, même dans les derniers budgets, une réduction de l'aide aux familles et aux enfants. Et c'est très, très important d'en parler, car la situation actuelle au niveau sécuritaire, tant alimentaire qu'au niveau sécurité physique, laisse à désirer. Et il faudrait absolument que le pays prenne les dispositions pour pouvoir faire face à cette gangrène et sortir la pègre des Antilles de sa situation pour devenir la perle des Antilles. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience à Djangardie d'un gouvernement, je dirais, bicéphale, avec un conseil de transition ayant 7 et 9 membres. Et nous avons aussi un Premier ministre en la personne de Gary Conille. On vient de boucler les 100 jours de Gary Conille à la tête de la primature. Ça vous dit quoi aujourd'hui? Écoutez, ça me dit premièrement qu'il y a une délégation d'hommes politiques qui s'est retrouvée directement à la Jamaïque et qui a décidé que le CARICOM ou encore prenne des directives pour Haïti, ce qui est absolument ridicule dans la mesure où Haïti ne fait pas partie du Commonwealth. Car dans notre système, nous avons une présidence qui est élue au suffrage universel direct ou indirect. Quand c'était indirect au siècle dernier, c'était avec, bien entendu, le Parlement au niveau indirect pour 7 ans. Et dès que c'est devenu une situation d'élection directe, c'est pour 5 ans et non pas pour 5 mois. Or, le CARICOM et surtout le Commonwealth a décidé du contraire. On aurait dû leur dire que justement, nous aurons des administrateurs de la présidence et pas des présidents de 5 mois. Et ça mérite une correction, car le prochain président qui sortira des élections nous permettra de retrouver la normalité historique et la normalité politique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est très dangereux, dans la mesure où nous devons avoir un PM, on peut avoir un Premier ministre qui dirige, qui coordonne directement le Conseil des ministres sous la direction de l'administrateur de la présidence, et qui pourront certainement appeler le peuple de ses comices, mais il faudra passer le cap assez vite et ne pas tomber sous la direction du roi, la direction monarchique du Commonwealth. Parce que nous ne sommes pas dans le Commonwealth. Et le fait d'être francophone ne veut pas dire non plus que nous sommes sous la direction des Français. Pas du tout, car nous avons fait un choix d'ordre historique, un choix, disons, d'ordre politique, et non pas un choix qui a été fait en fonction de la colonie. Nous ne sommes pas membres d'une colonie ni anglaise ni française. Nous sommes un peuple indépendant, et M. Leblanc, l'administrateur de la présidence, l'a souligné lors de la convention de l'ONU, lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Mais n'oublions pas que Haïti aujourd'hui est actuellement dans une position de position fixée aujourd'hui, et évidemment 143e pays sur 193. Le reste, ce sont les Bantoustans. Nous devons sortir de cette situation et permettre à Haïti de pouvoir reprendre sa normalité à la fois historique et identitaire. Vous vous montrez plus ou moins critique par rapport au rôle joué par la CARICOM dans la recherche d'une solution à l'impasse, à la crise politique, je dirais, mais on a des antécédents. Ce n'est pas pour la première fois que CARICOM intervient dans les affaires haïtiennes à Djangardie. Écoutez, CARICOM, c'est une organisation régionale. Et nous sommes devenus membres, lorsque j'étais ministre, j'avais demandé qu'on devienne membre
observateur au niveau du CARICOM, parce que nous ne sommes pas membres du Commonwealth. Et vous savez que lorsque M. Ariel Henry dirigeait le pays, le CARICOM a décidé d'écarter les Haïtiens du passeport régional. Donc notre population aujourd'hui se trouve sous la coupe ou sous la coupole du CARICOM. Quand vous avez un pays comme le Belize, un pays plus petit que la Gonave, qui envoie 2 personnes et qu'on appelle honorables représentants de Belize, nous avons un problème grave dans la mesure où nous n'avons pas résolu le problème de CARICOM. Car le CARICOM devrait d'abord résoudre son problème avec Haïti avant d'essayer de nous engager dans la voie du Commonwealth, de laquelle nous ne faisons pas partie. Alors aujourd'hui, nous pensons que l'institution CARICOM a son rôle à jouer au niveau régional, mais nous avons également été fondateurs. Haïti a été un pays fondateur, par exemple, de l'OEA, l'Organisation des États américains, et nous avons été le fondateur de la SDN, Société des Nations, et également de l'ONU. On ne peut pas aujourd'hui se mettre sous la coupole du roi d'Angleterre, comme le font les autres pays du CARICOM. Ça, il faudra changer, comme je vous dis, lors des prochaines élections, et éviter de tomber dans ce type d'erreur. Et bon, vous avez dit erreur, mais est-ce que les Haïtiens n'ont pas leur grande part de responsabilité dans tout cela? Oui, oui et non à la fois. Oui et non à la fois. Je dirais oui, dans la mesure où nous n'avons pas fait comprendre lors des réunions préliminaires à la Jamaïque et en Haïti la position identitaire haïtienne, la position historique. On fait semblant d'oublier. On fait semblant d'oublier ce que, par exemple, M. Gardy-Leblanc a déclaré à la tribune de l'ONU, qu'Haïti est un pays leadership, un pays de leadership depuis 1804. Et nous ne venons pas d'avoir l'indépendance en cadeau, par exemple, de l'Angleterre. Nous avons pris nos armes en main et nous avons créé ce pays, nous avons créé cet État, nous avons bâti notre identité. On ne peut pas aujourd'hui reculer. Donc il nous faut avancer. C'est vrai que beaucoup de gens travaillent comme des plaisantins ou des enfantins. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il nous faut reprendre notre position et savoir où nous en sommes et savoir où nous devons aller. Oui, mais nous avons notre part de responsabilité. Si CARICOM décide de nous donner des leçons, nous sommes coupables. Dans la mesure où nous n'imposons pas nos vues. Quand vous avez, par exemple, des hommes politiques qui vont là-bas sans aucune formation politique, ça veut dire que vous avez des leaders politiques qui n'ont pas compris les sciences politiques. Alors là, ils se laissent guider par n'importe qui, n'importe quoi. Il faut rappeler, évidemment, ceci, et il y a des principes à respecter. Et sur cette base-là, nous pouvons être pauvres, mais nous ne sommes pas tous des bêtes, des gens absolument bêtes. On doit nous positionner et sur cette base, nous essayer de nous diriger et leur dire ce que nous devons faire. C'est vrai que la situation est devenue absolument intenable en Haïti et on n'a pas à recevoir des ordres. On a à reprendre, évidemment, s'il y a des dirigeants dans ce pays, à reprendre notre position. On ne peut pas avoir un président ou un premier ministre qui va demander une occupation robuste de son pays. C'est ridicule. Donc, il nous faut absolument savoir ce qu'on doit faire. On a vu pendant l'Assemblée de l'ONU, le président de Centrafrique insister sur les 10 ans d'embargo de l'ONU sur les armes, par exemple. Et comment ils sont sortis de cette histoire? Eh bien, il y a eu des délégations envoyées par le gouvernement à l'ONU directement pour demander la présence d'une institution de sécurité avec des gens pour pouvoir guider et diriger le pays sans avoir l'embargo sur les armes qui a été enlevé. Alors, il l'a expliqué à l'ONU et je pense que Haïti aurait dû également se décider à prendre cette position et mandater directement donc soit des dirigeants, et on est souvent invité, et mandater également une organisation locale pour discuter, et internationale, pour discuter d'une force multinationale et non pas forcément faire venir évidemment une force policière kenyane pour essayer de résoudre le problème de sécurité que nous aurions pu résoudre nous-mêmes, comme la Colombie l'avait fait au temps de Pablo Escobar et comme également Centrafrique ou encore même le Mali ou d'autres pays l'ont réalisé au cours des dernières années. Il nous faut également savoir au niveau politique, et moi je suis très content qu'il y ait eu un forum sur les partis politiques
politique où des questions ont été abordées, mais il faut aussi des professeurs, des guides, des gens qui expliquent qu'est-ce que représente la science politique et la science économique. Et c'est extrêmement important de le savoir. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui est absolument inénarrable, est absolument inacceptable. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, vous avez eu plusieurs premiers ministres, médecins. Et aujourd'hui, on a un médecin au pouvoir. Mais il n'est pas normal d'avoir un asile communal avec une vingtaine de vieillards de 95 ans sans aucun moyen et qui peuvent passer une semaine sans manger. Et on demande à quelqu'un, un vieillard de l'asile communal, pour rentrer là, de payer 3 000 gouttes. Il n'a pas cet argent. Souvent, ce sont des démunis. Deuxièmement, de venir avec un lit. Il faut venir à cabane, c'est pas ça, le pas rentrer dedans. Troisièmement, on lui demande également, souvent ce sont des cocobés, des gens qui sont handicapés, et ils rentrent dans l'asile communal là, un asile communal qui est dans la rue Saint-Martin, dans mi-temps, il y a une zone de gang. Et ils ont abandonné. Est-ce que c'est pas la mairie? Non, non, c'est pas. Tu as le ministère des Affaires sociales, tu as le CAS, tu as tous ces gens-là qui peuvent s'occuper de ça. N'oublie pas que l'asile communal a été fondé en 1922 par le président Louis Borneau. On l'a abandonné. C'est Zébanda qui... Et en plus, son contact est fait pour 250 personnes, il y a 26 personnes dedans, et souvent, il n'y a pas aucune aide, et il peut manger 3 fois par jour, pas de gens qui peuvent manger dedans. Et troisièmement, il y a pour laver dedans, et il n'y a pas de gants qui peuvent laver si gens qui 95 100 ans. Ils ont abandonné, ils ont oublié. Et c'est la même chose, par exemple, pour l'asile, en dehors de l'asile communal, tu as la même chose avec le sanatorium. Le sanatorium pour les tuberculeux a été fondé par le président Élie Lescaut, par un médecin qui s'appelait Louis Roy, un jeune médecin. Et la dernière fois qu'un médecin a visité ça, c'était à l'époque de Mme Trouillot, quand Louis Roy est revenu d'exil de Montréal. Alors, on a abandonné également... Non, mais il y a un directeur, oui, du jusqu'à sanatorium. maintenant. Oui, il y a maintenant, mais abandonné. Parce que n'oublie pas qu'avant le tremblement de terre, c'est une banque, la Sogebank, qui avait accordé l'électricité avec énergie solaire, avec également des batteries qui ont été volées, pillées après le tremblement de terre et qui n'ont jamais été remplacées. Et il y a aussi un autre sanatorium qui a été monté au CAI avec une cinquantaine de personnes, 56 vieillards, mais et des gens aussi tuberculeux ayant le sida abandonnés. Donc, moi, je comprends aujourd'hui qu'au niveau de ce CTP, il y a également un médecin, ou je ne sais pas, un ou deux, mais qui s'occupe des vieillards, qui s'occupe également de ces gens, même du sanatorium. Et si les gens avaient été demandés à la BNC, qui est une banque, 100 millions de gouttes, par exemple, dans le cadre d'un business plan, d'un projet pour aider les petits grands monde, pour aider les vieillards qui se trouvent à l'asile communal, on aurait compris, ou encore au sanatorium. Mais pas pour aller jouer au casino, pas pour aller gaspiller. Je pense qu'il faut absolument que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Et même lorsque tu as un nouveau budget, c'est là que je veux arriver avec toi, on a un nouveau budget que nous avons. Là, quand je dis nous, je ne parle pas de Conille, je parle d'Haïti, je ne parle pas de Gardy-Leblanc, je parle de nouveau budget, je ne parle pas du ministre des Finances. Nous avons un budget actuellement de 254 milliards 820 millions 600 000 goudes. Mais il y a une baisse extraordinaire, une baisse de 20,5%. Et pourquoi cette baisse? Parce que simplement, on a éliminé, il y a une réduction non seulement de l'investissement dans ce pays. J'ai vu que Gardy-Leblanc a beaucoup parlé pendant la 79e Assemblée de l'ONU d'investissement. Mais il y a une baisse de l'investissement local à travers le pays. Mais ce qui est normal, qui s'explique. Oui, mais dans une situation pareille où les gangs contrôlent une bonne partie de la région métropolitaine, personne ne va oser investir son argent dans un pays en crise comme Haïti. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une inflation énorme. L'inflation de 44%, et tu as également une contraction. Il n'y a pas de... La croissance directe au niveau monétaire est de moins 1,8%, presque réduite à zéro. On comprend aussi que le budget, on comprend entre guillemets que le budget a été réduit très bas parce que l'année dernière, c'était à 300 milliards de gouttes. Aujourd'hui, on est à 254 milliards
820 millions 600 000 gourdes, mais il y a également une amélioration des recettes. Et l'amélioration des recettes, on ne prévoit pas... Recettes douanières, notamment. Des recettes douanières. Et on ne prévoit pas... Et évidemment, il y a une réduction des subventions pétrolières. On comprend, parce qu'avant, la Banque mondiale avait demandé à l'État d'Haïti de réduire les 2 millions de dollars US payés pour l'EDH, de réduire à 144 millions de gourdes. C'était à 50. L'État haïtien dépensait ça. Et la Banque mondiale nous avait demandé de réduire à 55 millions de gourdes. Ce qui a été fait et ce qui est encore respecté. Mais dans le nouveau budget, on a un problème de réduction de l'aide aux familles, aux enfants, aux vieillards, par exemple, et ceci mériterait d'être compensé par les questions de recettes douanières, par les questions des recettes en général, qui est une amélioration. Alors, il y a une contraction de l'économie à cause des gangs, qui est une contraction de 1,7%. Et il faudrait absolument voir comment résoudre ce type de problème. Mais en attendant, vous avez quand même des secteurs importants. L'asile communal qui est oublié. On devrait avoir un asile communal de chaque commune, de chaque ville de ce pays. On a une graine. Et là-dedans, nous oublions grand monde. Nous pas aider. Oui, mais on ne pas parler de déplacés qui prend place l'école là, qui fait... Oui, c'est ça, des secteurs. Parmi les secteurs, tu as les vieillards de l'asile communal, la seule institution au niveau de Port-au-Prince, à la rue Saint-Martin, qu'on a oublié. Deuxièmement, le sanatorium, on l'a oublié. Il n'y a même pas un laboratoire thoracique, parce que ces gens ont des problèmes de tuberculose. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de gens, de décisions prises par le gouvernement, par l'État d'Haïti. Docteur Ardo n'est pas d'accord avec vous, parce que c'est le directeur sanatorium. Je souhaité que M. Fonbagay, parce que ça me parle là, m'a balle en main. Pour me se mettre en pile, je vais dans le casino, moi, appeler des gens qui sont tuberculeux. Et on appelle des tout petits grands gens qui ont 90 ans. Et même diaspora. Mais il dirige le sanatorium depuis déjà plusieurs années. Oui, mais le problème, c'est que justement, s'il vient maintenant, il va te dire quels sont les problèmes du sanatorium, car le SANA n'a vraiment pas aujourd'hui le support de l'État, même au niveau de la nourriture, même au niveau des cantines. Et il n'y a pas non plus de laboratoire, ni de pharmacie. Je prends l'exemple de l'asile communal, du centre d'accueil, et même pour les fous, ça veut dire le centre Klein, qui est là, en plein cœur de Port-au-Prince. On a abandonné aussi les gens qui ne font pas très bien au niveau mais apparemment, social. Nous avons une situation de sauve qui peut aussi, puisque bandits chassent un peu le monde, et dans le temps, il y a une cohabitation qui fait entre le monde qui ont des problèmes. Si je reprends par exemple parole Louis-Gérald Gilles, qui était passé là dans le point, puis qui était fait état de monde qui gagne, monde qui est séropositif, monde qui gagne VIH, et qui t'a cohabité avec d'autres mondes dans les tentes, dans les centres d'hébergement, et qui était représenté un gros problème, de gros menaces planer sur le monde. Aussi que les gens qui gagnent tuberculose aussi, a dit Jean Gardy. Oui, mais je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que normalement, ces gens-là, ces mêmes gens qui ont été déplacés en pile ministère après le tremblement de terre là, ce sont des démunis en situation extrêmement délicate. Donc je pense qu'il faut absolument déplacer ces gens. L'asile communal qui est permettre que retourner la caillou. Oui, non, mais même pas. Parce que tu as une institution, les vieillards ne peuvent pas retourner chez eux, Parfois, c'est sans domicile fixe. C'est des gens qui dorment en plein champ de Mars, ou des grands monde 95 ans, 102 ans, qui peuvent mourir. Et parfois, par un côté pour enterrer de manière décente. Il faut déplacer ces gens. Quand tu as l'asile communal fondé par le président Borno en 1922, alors il faudrait aujourd'hui déplacer peut-être ces gens dans un endroit plus favorable pour leur vie, leur survie, avant même leur départ. Ça, je parle des vieillards. Et je parle aussi même des tuberculeux au niveau du SANA. Et je pense que la direction actuelle sera plus ou moins d'accord avec nous. Il faut déplacer ces gens et les mettre quelque part où ils peuvent survivre et résoudre les problèmes de maladie. Et le centre d'écailles également, il faut apporter aussi une aide nécessaire, pharmacie, laboratoire thoracique, etc. pour ces gens. Mais l'État n'a pas prévu
Je ne parle pas d'un individu, je parle de l'État haïtien n'a pas prévu ce qu'il faut faire et tout le monde vieillit dans ce pays. Merci infiniment, Adi Jean-Gardy. On va faire la pause et l'on reviendra après, peut-être avec des prophéties encore, non? Absolument, et je parlerai aussi de Cap à la mort, car il y a un mauvais projet pour Cap à la mort qui a été assassiné le 21 octobre 1805 et du côté de Limonade à Fossé. Alors il y a des mouvements parce qu'on veut faire une route et la tombe de Capois, on veut la baliser, le détruire pour pouvoir agrandir une route, alors que moi je suis dans une bataille pour faire agrandir la route du côté droit à Fossé et permettre également à cette borne de survivre et également à cet endroit de Cap à la mort de rester comme un lieu de mémoire. Merci, Adi Jean-Gardy. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre de la Communication, Adi Jean-Gardy, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec l'ancien ministre Adi Jean-Gardy. Ancien journaliste aussi? Non, toujours journaliste. Journaliste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Absolument. Oui, alors Adi, d'après nous retourner sur le dossier Cap à la mort qu'on s'est évoqué avant pause là. On dit que côté il a enterré monsieur, il a élargi un tronçon route et sous reste monsieur en principe machine t'a gagné pour circuler et au même proposé pour élargir route là de l'autre côté. Oui. Absolument. C'est des bagages qu'on vérifie. Absolument, même. Absolument. Parce que normalement, et moi, quand j'avais été ministre, j'avais demandé évidemment de placer en mémoire de Cap à la mort, de placer évidemment, il y avait déjà la place qui était connue à Fossé, de placer un lieu de mémoire, ce qui a continué par servir pour les étudiants, pour les jeunes, les gens qui vont du côté de Limonade pour voir, il avait été tué. Pas oublier qu'il a été tué Dessalines en octobre 1805, là, il a tué monsieur. Eh bien, monsieur, le 17 octobre. 17 octobre. Et il y a un groupe d'officiers haïtiens qui pral faire vengeance, monsieur Port-au-Prince, parmi lesquels Cap à la mort. Et monsieur était associé avec Bois-en-Tonnerre, qui est mon local. Il était associé tout avec lui. Et il y a un Goman qui était du côté de Jérémie. Et monsieur était mis Toussaint Brave, qui était sorti dans le nord. Et certainement, il était pour rencontrer ensemble au Cap. Et surtout Toussaint Brave avec Cap à la mort, et puis plonger avec près de 60 000 hommes, puis aller directement dans la bataille. Là. Mais cependant, le commandant du Nord, c'était le roi Christophe, le futur roi Christophe. Monsieur était considéré Cap à la mort comme étant un rival. Et c'est là que monsieur était organisé une embuscade, et il a pris monsieur sous chemin pendant la venue avec un petit groupe officier. Il a été assassiné monsieur le 21 octobre 1805. Et là, on fait tuer monsieur Toussaint Brave, plongé la Tibonite, et il est Gonaïve, il n'a pas joint aucune embuscade lui-même, il était vivre, y compris Marc Adieu, qui était du côté de zone Arcaillère, etc., tant tout Plavini, pour être plongé, aller dans là, aller directement dans vengeance, et aucune vengeance pas faite vraiment, puisque après Dessalines, Capois est mort. Alors maintenant, cette place-là, c'est une roche qui a été mise pendant tout le gouvernement, surtout lorsque le nom de Dessalines a été d'une certaine manière restauré et que décision été prise pour célébrer le nom de Dessalines. C'est après un pile temps, ouais, après plusieurs années. Absolument, et ça a été une fête exactement, époque Richer, président Richer, et il y a un gros discours que Salomon a fait au CAI, et certainement lorsque Soulouk était monté président, elle est venue empereur, il était respecté dans ça, elle était en mémoire à Cap à la mort, il était fait une célébration symbolique pour les tout. Alors évidemment, Salomon, l'aile monté président, il fait 11 ans, il était un nom Dessalines et Cap à la mort en sauvé en mémoire. Et du côté de l'hôtel de la Patrie, il était mis une plaque pour Cap à la mort
Et quelques temps plus tard, Dessalines pour l'enterrer dans l'hôtel de la Patrie à côté de Alexandre Pétion. Alors non, qu'après la mort était symbolique pour tout Haïtien et ils ont décidé certainement pour agrandir une route pour limonade et pour tout détruire et place là, Nabgoumen pour ça pas fait. Et nous, pour parler avec des autorités, des mondes des paysans, pour qu'imber directement qu'après la mort vivant dans la zone et nous comptons établir à partir de Anessa, une grosse fête pour qu'après la mort et le 21 octobre 2024, la bataille pour justement nous respecter, pour tout Haïtien qui a respect pour lui. Ce n'est pas une bagaille seulement pour étudier dans le livre, mais je pense que c'est extrêmement important pour ça, venir un lieu touristique, un lieu qui est extrêmement important et empêcher que justement, qu'après la mort, pas passer à l'oubliette. Un résumé des prophéties? Pourquoi pas? C'était des prophéties non, mais est-ce que 100 ans. Est-ce que le premier sorti fait ou est-ce que matérialisé? Absolument, absolument. Alors, pas sorti fait ou sorti rapporté? Oui, oui, parce que là, en tant que journaliste, à l'époque, j'avais entendu les Illuminati apporter des précisions sur 100 ans. 100 ans entre 1986 et 2086. Ça va arriver dans le pays. Certainement, on a annoncé Duvalier pour le tomber en 1986. Il n'a pas traité longtemps. Monsieur était tombé 7 février 1986. Et il s'est dit, monsieur Toupalguin, immédiatement après, Henri Christophe qui va le monter, et il était venu Henri Christophe Nanfi. Donc, dans le cadre de généalogie et analyse, parfois, d'abord, non directement, mais capable, ouais, à les gens après le monter, etc., dans la généalogie, au cas où, de qui sa prophétie a été parlé. Je t'ai parlé tout de, après Henri Christophe Nanfi, par un nègre qui est venu, c'est certainement parler de légitime. Et tu parlais du général d'Avril, 1888. Là, nous regardons certainement en 88, où tu as un Prosper Avril, tu es monté tout. Et on t'a dit qu'il va tomber avec une guerre au niveau de l'armée sous l'époque de Légitime, ce qui avait été fait au temps de Légitime. Après, on avait parlé certainement de l'arrivée de Bon-Canal. Bon-Canal, qui t'a monté tout dans quatre prophéties. Et les noms faits recherche, nous jouons que Herta Trouillot, c'était la petite fille d'une maîtresse de Bon-Canal, Pascaline Pascal. Et Herta Pascal Trouillot devait monter président d'Haïti. Donc, nous avons fait un lien historique, généalogique avec prophétie. Et on a annoncé après ça, et par le gagner certainement. Après Herta Pascal Trouillot, c'était Jean-Bertrand Aristide. Oui, on a parlé de Yayou. On avait parlé de Yayou. Et Yayou qui avait eu des problèmes certainement avec Dessalines. Et n'oublie pas que Herta était Marie-Claire Heureuse Herta et mariée à Jean-Jacques Dessalines Ernst Trouillot. Et on avait parlé de Yayou qui allait prendre le pouvoir. Et Yayou était l'un de ceux qui avaient tué Jean-Jacques Dessalines et qui avait pris le pouvoir. Et on avait dit aussi lors de la prophétie que Dessalines reviendra prendre sa bague. Et quand on a fait les recherches, on a trouvé que la femme d'Aristide, sa femme, Mildred Trouillot, les Trouillot descendent également de Dessalines. Et donc la bague, d'une certaine manière, a été reprise, mais les problèmes n'ont pas été éliminés pour autant. Et on a dit aussi qu'après ça viendrait... Mais Yayou ne s'entendait pas avec Dessalines. Non, il ne s'entendait pas avec Dessalines, mais la bague avait été prise. Et il y a eu il s'entendait avec Dessalines un moment, parce que lors de la signature de l'acte de l'indépendance, Yayou avait signé avec Dessalines, et c'est après que ça s'est mal passé entre eux, parce que Dessalines avait décidé d'envoyer les Congos du Nord vers le Sud. Et là, ils se sont retrouvés à la Comédie Okaï. Et là, Yayou s'est entendu avec les gens de Mespérou, le juge Mespérou de Port-Salut. Et il a fait le retour vers Port-au-Prince. Et il s'est entendu avec les gens du Sud et même du Nord, de Christophe, pour faire le Pont Rouge. Et il a été trahi. Et il a été trahi. Et là, certainement, il y a eu, après cette période, on avait annoncé l'arrivée de Saint-Fort de Prazine, qui était avec Alexandre Pétion. Et Saint-Fort de Prazine était le chef de cabinet et son assistant était Michel Louis. Et quand on a fait l'analyse, on a retrouvé que Martelly est descendant de Saint-Fort de Prazine, du côté maternel par sa mère,
et également son assistant Michel Louis était devenu un Premier ministre. C'était Laurent Lamotte. Donc on a vu que les prophéties allaient évidemment sur la ligne. On avait aussi annoncé qu'après Saint-Foy-de-Pradines viendrait Cathol. Et Cathol, on a comparé, on a essayé de trouver, on a décrit le fameux Cathol avec le Cap-Plume. Donc on a vu que les prophéties également marchaient. Et après aussi, on avait annoncé que le sénateur Michaud allait prendre le pouvoir après Cathol. Et le sénateur Michaud, on a cherché, c'était l'un des princes du roi Christophe. Et certainement, quand le président Jocelyn Privé est arrivé, sa femme était une Michaud, descendait directement de cette branche. Et après tout ceci, la prophétie avait annoncé que Moïse Louverture allait prendre le pouvoir et que Moïse Louverture, qui était le neveu de Toussaint Louverture, son neveu, par la tante, la sœur de la femme de Toussaint, qui était la mère de Moïse, et on avait prévu qu'il allait mourir au pouvoir. Déjà dans la prophétie, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été réalisées par Moïse Louverture et qu'il avait été tué par, d'une part, Christophe avait les armes en main, ainsi que Clairvaux. Et moi, j'ai cherché, j'ai trouvé qu'un descendant de Clairvaux avait été nommé Premier ministre au temps de Moïse et qu'il ne s'appelait pas Clairvaux. Mais on a retrouvé des noms qui correspondaient au niveau généalogique et historique. Et on avait annoncé qu'après le départ, viendrait à nouveau le roi Christophe, à travers Henri, le fils de Henri, le fils du roi Christophe, qui aurait dû prendre le pouvoir, que Boyer avait fusillé, ainsi que les ministres avaient été jetés dans des latrines au Cap-Haïtien. Alors, cet Henri est arrivé. On avait dit aussi qu'il y avait une malédiction dans la famille, comme aussi on avait prévu la malédiction qui était sur la femme de Jean-Claude Duvalier, qui descendait directement du roi Christophe. On avait prévu une malédiction que j'ai retrouvée au niveau historique avec le Nord-Alexis, qui se prenait pour un roi et qui a été aussi chassé d'Haïti. Et on avait vu aussi Henri qui allait être chassé du pouvoir et on avait annoncé tout ceci. Tout ceci s'est passé. Alors après ça, dans le cadre de la prophétie, on avait annoncé qu'un collège d'administrateurs de la présidence allait arriver. Pas des conseillers présidents, un collège d'administrateurs de la présidence. Mais on avait ça déjà avec Nanfi? Non. Le collège est arrivé tout récemment, après le départ de Ariel Henry. On a vu un collège qu'on appelle le CTP. Alors, on avait prévu dans la prophétie de 86 que le groupe d'administrateurs de la présidence allait arriver pendant un certain temps pour organiser les élections et renouveler la présidence d'un pays. Car le dernier président qu'on a eu, c'était Moïse Louverture ou encore Jovenel Moïse. On a eu cette présidence qui a été interrompue par un assassinat et on attend des élections pour avoir un autre président. Alors, on avait vu aussi, à l'époque, que ce groupe d'administrateurs, de la prophétie de 86, aurait, pas un Premier ministre, mais que le petit-fils de Darbouze allait venir, le comte de Darbouze. C'est qui? C'est Koné. Malheureusement. Le comte de Darbouze? Le comte de Darbouze. Je crois que la mère de Koné s'appelle Darbouze. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander comment s'appelait sa mère. Et ce sont des gens du Sud. Alors, on avait prévu que le comte de Darbouze allait venir. Mais qui était le comte de Darbouze? C'est quelqu'un qui a eu un problème avec Makandal. Et Makandala, c'est un enfant de 9 ans qui a pris la fuite au Mali quand les Français sont arrivés. Ils ont pris toute une école et ont fait venir ces gens dans un bateau. Et le père de Makandala est mort. Et Makandala a été ramené comme esclave ici et on lui a donné le nom François Makandal. Alors, ce n'était pas un musulman, c'était un enfant. Et lui, il est devenu l'un des plus grands révolutionnaires et il a massacré beaucoup de Blancs, d'étrangers dans le pays et des gens qui considéraient les Noirs comme des esclaves. Et quand Makandala a créé donc sa religion, un ordre de nègres marrons, il a déclaré qu'il ne faut pas prendre les enfants, venir camper des cailles sous ce timoun, etc. Alors, il y a une femme qui s'appelle Tchétché et qui a volé un enfant et qui a emmené l'enfant à Saint-Louis-du-Sud. Et c'est là que l'enfant s'est retrouvé. Makanda
a décidé par la téléportation de se retrouver avec un groupe de soldats nègres marrons directement dans le sud pour aller rechercher l'enfant. Et là, il y a eu une guerre entre les sociétés secrètes du nord et du sud, une grosse guerre. Et c'est là que Makandala va se retrouver au Limbé. Et là, la France a été effrayée par les actions du nègre marron. Et la France a décidé avec Louis XIV d'envoyer un ordre, l'ordre de Darbouze, et qui a d'ailleurs lancé, dans l'ordre de Darbouze, il y avait un groupement de Dracula dedans, et ces gens se sont retrouvés avec les gens de Tchétché, avec qu'on appelait Couvry. Et les gens de Couvry se sont téléportés, se sont retrouvés directement au Limbé, et là, pendant une fête, ils ont pris Makandal par surprise. Et le groupe de Darbouze. Et là, on a pris Makandal, il a été tué au Cap, et après avoir subi la question, il a fait boire d'un pile de l'eau, pas un balle de l'eau, mais vraiment beaucoup de l'eau, et puis on battu. Et finalement, Makandal ne pouvait pas se transformer comme il avait l'habitude de le faire. Et Makandal a été emmené dans une charrette devant l'église du Cap, et on a mis du feu, et là, il a disparu, il est monté en l'air, il a frappé Darbouze, et les Draculéens, le gouverneur, et après, il s'est sauvé. Et on ne l'a pas retrouvé. Et sa femme, qui s'appelait Brigitte, qui est devenue Grande Brigitte au cimetière, dans les cimetières de Port-au-Prince, et on a prétendu que Makandal est à Port-au-Prince, et le baron Samedi, entre guillemets, accompagné de sa femme Brigitte, Grande Brigitte. Alors maintenant, quand vous avez un petit-fils du comte de Darbouze qui prend le pouvoir, il n'est pas étonnant qu'après quelques jours, il soit tombé malade. Il manquait mourir. Donc, il a frappé. Mais maintenant, il n'a pas pu continuer parce que simplement, je pense qu'il a une mission. La mission, c'est que la prophétie avait annoncé qu'après ça, il y aurait des élections, que Salomon prendra le pouvoir. Et Salomon va certainement prendre le pouvoir pour faire revenir les 7 ans de président au pouvoir. Et après Salomon... Bon, c'est-à-dire que alors, les élections doivent se faire, et là, il y aurait donc un candidat qui s'appellera pas Salomon, mais un descendant de Salomon qui va prendre le pouvoir, il va avoir le pouvoir pour 5 ans. Mais pendant son gouvernement, il y aura une autre réforme constitutionnelle, cette fois-ci pour permettre au président de rester pendant 7 ans afin de faire la réforme. Alors, après 7 ans, il y aurait des élections, selon encore cette prophétie 86, et les élections, il y aurait donc une trentaine de candidats, et c'est là que d'Artignave, entre guillemets, un petit-fils, parce que ce ne sont pas les noms précis, ce sont les petits-fils de ces gens qui représentent les incarnations, parce qu'on avait prévu que des morts allaient diriger ce pays pendant 100 ans. Alors, on a prévu que d'Artignave allait venir. Des morts. Des morts, c'est des gens qui étaient déjà présidents, mais les incarnations, on a prévu dans la prophétie 86 que beaucoup d'entre eux allaient pouvoir participer aux élections et reprendre le pouvoir. Alors, dans l'intérêt de qui alors? Dans leur intérêt? Dans l'intérêt de l'histoire du pays pour empêcher la tombée, l'effondrement total de l'État et la prise de ce pays par d'autres puissances. Parce qu'il y a eu au Gonaïve un travail qui a été fait d'abord par Jean-Jacques Dessalines, avant d'aller directement au Gonaïve, un travail a été fait à Mondécao, là où Toussaint Louverture avait eu le pouvoir de devenir gouverneur de l'île pendant 11 ans. Alors un travail a été fait pour empêcher que les puissances étrangères reprennent en main le territoire. Plusieurs d'entre elles avaient essayé. D'abord, les Français avaient perdu la possibilité de revenir. Et d'ailleurs, quand ils sont venus signer pour une dette, la dette des indemnités, et après 1 an, ils ont augmenté c'était à 3%, ils ont augmenté à 30%, et le président haïtien Boyer a dit « je ne paie plus à ces gens-là, ce sont des menteurs, parce que c'est 3%, et Haïti n'a pas payé pendant 10 ans. » Il a fallu donc un autre accord, et encore Boyer n'a pas payé. Et c'est à partir de Soulouk que nous avons recommencé à payer, mais il y a eu quand même le coup d'État de Geffrard. Haïti a cessé de payer. Donc il fallait attendre Salomon, qui avait rendu le pays très riche
car à l'époque de Salomon, équivalent $5 000 américains qu'on est, te vaut, il était payer employé l'État comme ça, qui fait pays étrangers, surtout juifs, arabes, libanais, ils ont tous venu chercher prospérité en Haïti. Le temps de sa prospérité va encore revenir quand ce Salomon va reprendre le pouvoir, parce qu'il y a encore beaucoup de richesses. Actuellement, beaucoup de richesses d'Haïti, on pense que le pays, c'est vrai, c'est pauvre, parce que nous avons 96% de la population très, très pauvre. Ce qui se passe, c'est que nous sommes un pays très riche. Parce que même au niveau de Port-au-Prince, en face de la belle Port-au-Prince, il y a eu une centaine de galions de flibustiers qui engloutis, qui en bas de l'eau. Et chaque vaut à peu près 6 milliards de dollars. Donc, en pile, tu as aimé que venir des zones là et mettez mon sous pouvoir pour qu'à rentrer avec des films, rentrer directement en bas terre pour aller prendre l'argent qui est en bas de l'eau. C'est de l'or pur. Alors, je vais que moi prochain président, là, bon descendant de Salomon. Absolument. Et c'est à ce moment-là que prospérité Haïti a retourné. Absolument, absolument. Et vers 2030, Haïti va ça les journées, je veux dire. Après un peu de changement. Et nous avons une possibilité tout pour gagner l'intelligence artificielle. Et beaucoup de pays vont voir Haïti comme un modèle. Mais il faudra se préparer maintenant pour ce changement, car beaucoup d'entre nous ne seront pas encore vivants lorsque ce changement arrivera. Mais il faut, dès maintenant, malgré tout ce là, un moment, ce sera que du passé. Et certainement, moi, j'étais arrivé avec toi après d'Artignave, il y aura un certain Camillus, un petit-fils, un guerrier, comme le président guerrier, qui permettra, on aura la possibilité de l'avoir. Et c'est après ça qu'un Duvalier, entre guillemets, va pouvoir revenir et il va vouloir encore restaurer la présidence à vie. Il restera donc de 2041 à 2051. Mais il y aura beaucoup de troubles selon la prophétie de l'époque. Et après cette période viendrait une femme, parce que je ne suis pas dans l'avenir. J'ai écouté les prophéties, j'ai pris des notes, je n'y croyais pas à l'époque, mais j'ai vu que beaucoup de choses qui avaient été prévues se sont réalisées. On a prévu une femme qui serait Madame McIntosh, la femme de Geffrard, qui serait protestante à ce moment-là, qui aura une chance de pouvoir participer aux élections et de gagner. Et au fur et à mesure, les choses vont se dérouler. On a annoncé aussi le retour de Bakandal. Et ça, il restera au pouvoir. Ensuite, après Bakandal, viendrait Magloire. Et Magloire, après lui, Rivière. Et enfin, le dernier qu'on avait prévu de la prophétie, qui serait le 24e, ce sera Michel Domingue. Alors, Michel Domingue, à l'époque, était président des CAI. Et il avait demandé aux Américains de prendre toute la partie sud à partir de Léogane. Il voulait prendre le Sud et l'offrir aux Américains comme drapeau américain. Et les Américains ont envoyé plusieurs bateaux de guerre à l'époque, du général Grant. Et beaucoup de gens n'en parlent pas, mais il faut faire des recherches pour trouver que les Américains sont arrêtés au Caille pour prendre le Sud et permettre à Domingue d'offrir le Sud au pays. Mais là, les Haïtiens n'étaient pas d'accord. D'une part, au Caille, il y avait Septimus Rameau, dont un petit-fils aujourd'hui se trouve à la police. Oui, Normil. Il descend de Septimus. Et Septimus Rameau, à l'époque, était le vice-président de Domingue. Il était opposé à la vente des cailles aux Américains. Et il était contre cette affaire. Au niveau diplomatique, il y avait un problème. Et alors que, justement, le président haïtien, qui s'appelait Sylvain Salnave, a mis l'armée haïtienne sur pied de guerre et ils sont vraiment atterris au Caille et ils ont battu les forces de Domingue. Alors, on aura Domingue comme dernier élément de la prophétie. On a prévu que Domingue viendrait et ceci, c'est vers la fin de la prophétie et Domingue va à nouveau offrir, entre guillemets, le pays, cette fois-ci à une direction étrangère aux États-Unis, mais il sera empêché parce qu'il y aurait un tremblement de terre en 2087. Et là, toute l'île sera frappée de ce tremblement de terre. C'est ce qu'on a prévu, près de 800 000
Et donc, on a prévu beaucoup de choses pour cette époque. Et c'est après 2087 qu'il y aurait donc une tentative de réunification de toute l'île autour de présidents rotatoires, tantôt haïtiens, tantôt dominicains, etc. Donc, c'est ce qui avait été prévu. Et c'est là que moi, j'ai pris des notes, j'ai arrêté. Est-ce qu'on peut revenir sur les Illuminati qui ont fait ces prophéties? Bien sûr. Bien sûr. Il y avait nous sommes à quelques mois de la chute des Duvalier. Absolument. Et là, c'était le 16 janvier. Ça s'est passé le 16 janvier 2005. Et moi, à l'époque... Non, vous dites 2005, non. 16 janvier... 1900 16 janvier... 1900 Non, 1900. Oui. 86. 1986, OK. 16 janvier 1986, il y a eu une rencontre et cette fois-ci, les Illuminati s'étaient réunis. Et parce qu'avant, le président Duvalier avait demandé à la conférence épiscopale de venir le rencontrer. Et là, ces gens avaient dit, vous n'avez pas le droit de fermer Radio Soleil. Il y a eu une grosse discussion entre le président de la République et la conférence épiscopale parce qu'il avait fermé Radio Soleil avant et le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Gaillot, ainsi que Monseigneur Constant Desgonaïves, ont tenu tête à Duvalier en disant « Vous n'avez pas le droit de fermer Radio Soleil parce que vous avez renoncé aux droits concordataires. » Parce que pendant toute l'histoire d'Haïti, les Haïtiens se sont battus pour empêcher le Vatican de diriger ce pays. Et le Vatican avait envoyé Monseigneur de Glory, qui était un colon de la Guadeloupe. Il est venu ici, il a dit aux Haïtiens, à la Sainte-Cathédrale, vous devriez retourner à la France, parce que la France est la mère patrie. Et là, le président Boyer, en colère, a fait débarquer l'armée au niveau de la Sainte-Cathédrale. On a battu Monseigneur de Glory, on l'a mis dans un bateau, et le président Boyer a envoyé un coup de canot, on a noyé le bateau. Depuis lors, on a parlé de Boyer, les frères de la conférence épiscopale, Boyer obscurantiste, Boyer ceci, cela, ce qui est absolument faux, car c'est l'un des plus grands présidents haïtiens. Alors, évidemment, après cette histoire, il y a eu le concordat signé avec le Vatican et pour envoyer des prêtres en Haïti et des sœurs. Revenons aux Illuminati. Oui, mais alors c'était pour te dire que la conférence épiscopale avait eu une rencontre ici et déjà, Duvalier avait renoncé aux droits concordataires en disant on n'a plus aucun droit que Duvalier François avait donné au pays. Ça veut dire que les membres de la conférence épiscopale sont nommés directement par le président haïtien. Et Duvalier a dit à Jean-Paul II, non pas question, vous faites ce que vous avez à faire, on a perdu les droits concordataires. Donc il y a eu une réunion avec ces gens. La deuxième réunion, c'est que les pasteurs protestants, encore une autre discussion. Et troisième réunion, les Illuminati. Et là... Ils étaient combien? Ils étaient exactement 9. 9. Et ces 9-là venaient des différentes bornes de ce pays. Les différentes bornes, on a fait venir des gens pour dire au président, vous avez abandonné les bornes de la patrie. Et il n'était pas content. Il y a eu un certain Poteau qui était au palais, qui avait rencontré le Daniel Supplice à l'époque, qui connaissait Duvalier, un grand historien, et qui avait dit aussi la même chose à Jean-Claude Duvalier, qui n'écoutait pas. Alors, ces Illuminati sont venus et ils ont dit à Duvalier, pas question de rester au pouvoir parce que sinon vous allez mourir. Et parmi ces Illuminati, il y avait Max Beauvoir, qui représentait... le vaudou. C'était aussi un Illuminati, car il avait étudié la médecine aux États-Unis, un chimiste, et il a créé le péristyle de Mariani, mais il contrôlait un peu la borne de Petit Gouave, où avait été fondé ce qu'on appelle le pétro. Parce que les Haïtiens, dans le vaudou, avaient créé leur propre religion, parce que les Africains connaissent leur religion vaudou, mais ici, on a créé le pétro, avec Jean Pétro de Petit Gouave, et qui avait quand même une borne qui, en principe, a un pouvoir sur tout le Sud. Et le représentant de l'époque, c'était le Hatti Beauvoir. Et ces gens sont arrivés et choisis par un mulâtre qui connaissait bien entendu la culture haïtienne. C'est Théo Duval, qui était notre ambassadeur du côté de la Hollande. Alors là, il a accepté de rencontrer ces gens et lui a donné toutes ces prophéties sur 100 ans dont je viens de parler. Donc là, bientôt, Haïti sera un beau pays, redeviendra un beau pays, prospère. Oui, mais il faut absolument, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une situation invivable.
Mais ça va être transformé. Ça va s'arranger. Absolument. Il faut créer l'espoir, faire naître l'espoir. Absolument, il ne faut pas être découragé. Merci beaucoup, ministre Jean Gardy. C'était un plaisir de vous avoir, de vous entendre, de vous écouter surtout ce matin. Pour moi, c'est un véritable honneur de revenir ici à chaque fois. Et c'est un plaisir de partager ces connaissances avec mon peuple. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'ancien ministre, journaliste, Hady Jean Gardy. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto.